Air France 852, contactez Cayenne approche 119.9, au revoir. 19.7, c'est correct pour 852. Affirme, l'approche 119.9. Mesdames, Messieurs, notre descente sur Cayenne a débuté. Veuillez regagner votre siège et attacher votre ceinture. La température à l'arrivée est de 28 degrés. 50, 40, 30, 20, 10. Juliette Hôtel, G visuel, croisez les axes, rappelez à Fener pour la clôture. Juliette Hôtel, on croise les axes. Pour les 400 passagers de ce vol transatlantique, 8 heures se sont écoulées depuis Paris avant d'atteindre, confortablement installés et en toute sécurité, Cayenne et l'infinie forêt amazonienne. Mais il n'en a pas été toujours ainsi. Depuis plus d'un siècle, des aviateurs guyanais n'ont eu de cesse de dessiner les lignes aériennes qui allaient désenclaver les communes isolées du territoire, et celui-ci du reste du monde. Une aventure sans cesse renouvelée, qui guide encore les pilotes d'aujourd'hui sur la seule terre européenne d'Amérique du Sud. Frontalière du Brésil et du Suriname, bordée par l'océan Atlantique sur près de 400 km, le territoire est composé à 96% de forêts vierges. Faire voler un avion au-dessus de l'Amazonie au début du XXe siècle était une aventure hasardeuse pour les aviateurs. Grâce à leur courage et à leur ténacité, ils ont ouvert les routes du ciel de Guyane aux pilotes d'aujourd'hui. Émile Mancy préside l'aéroclub de Cayenne-Matoury, la plus ancienne structure associative dédiée à la pratique de l'aviation légère du territoire. Le pilote est très impliqué dans les manifestations visant à honorer ceux et celles qui ont développé l'aviation de Guyane. Une terre qu'il survole depuis presque 3 décennies. En tant que président d'aéroclub, j'ai fréquenté la structure il y a bientôt une trentaine d'années. Il y avait un fonctionnement extraordinaire. On avait même un amphibie. On a proposé des animations, genre voyage, pour le centenaire des associations qu'on a fait la ronde amazonienne, qu'on est allé jusqu'à Manaus avec tous les avions. À l'époque, Kourou fonctionnait. En remontant l'Amazone, on est allé à la rencontre des aéroclubs du Brésil, Santarém, Manaus, Boa Vista. Ça a été une sortie formidable. La Guyane, bon, c'est l'Amazonie. Pour un pilote, c'est comme quelque chose de phénoménal. Le Maroni, c'est 3 km de large, quoi. Donc, il est normal que ce soit des hydravions qui ont sillonné la Guyane initialement. L'hydravion s'est imposé dès le début du XXe siècle. On peut dire que c'est la France qui a posé les bases de l'hydraviation grâce à Henri Fabre. Passionné par tout ce qui vole dès le plus jeune âge, l'ingénieur se met en tête de construire un engin volant sur flotteur. Le 28 mars 1910, depuis l'étang de Berre en Provence, il réussit à faire voler pour la première fois au monde un hydravion. Henri Fabre a posé les jalons d'une nouvelle ère aéronautique. Durant le premier conflit mondial, la France est au premier rang en matière de recherche et d'innovation dans le domaine de l'aviation. Et lorsque la paix revient, les constructeurs cherchent à se diversifier en ouvrant de nouvelles voies aériennes. Ainsi, en 1918, Pierre-Georges Latécoère crée ses propres lignes.
Un an plus tard, Louis-Charles Breguet fonde la Compagnie des messageries aériennes. Les lignes aériennes Latécoère, reprises par le banquier Bouilloux-Lafont en 1927, deviennent Compagnie Générale Aéropostale, plus connue sous le nom de l'Aéropostale. La compagnie devient mondialement célèbre pour ses vols de l'extrême, telle la première traversée transatlantique commerciale entre Dakar et Natal et le survol de la Cordillère des Andes en 1928. Toujours aller voir est la règle suivie par tous leurs pilotes. Latécoère construit de plus en plus d'appareils, les mythiques l'AT-28, l'AT-32, puis des paquebots volants, le géant l'AT-521, le somptueux l'AT-631. Mais la crise financière de 1929 impacte durement la compagnie. Et en 1933, l'État français reprend ses actifs. L'Aéropostale change alors de nom et devient Air France. Bastien et Pascal Légère flirtent avec les oiseaux et les raies géantes qui viennent les saluer. C'est sur une berge de la rivière Montsinéry qu'ils ont installé leur hydrobase. Ils font partie du club très restreint des pilotes du LM Hydro que compte la Guyane, perpétuant ainsi la tradition de l'hydraviation née ici il y a un peu plus d'un siècle. Là on arrive sur la zone où tout a commencé en 1919. Au départ de Saint-Laurent, le premier hydravion est venu se poser à Cayenne, dans l'anse que l'on voit, juste à côté de la place des Amandiers. C'est en effet le 12 octobre 1919 que le pilote Bourillon amérissait pour la première fois à Cayenne, dans l'anse située derrière le palais du gouverneur, actuel hôtel de préfecture. À son bord, 3 passagers. Ce vol de 2h30 couvrant 260 km inaugurait la Compagnie des transports aériens guyanais, dirigée par le capitaine de frégate Charles Dutertre. Le siège social se trouvait à Paris et le site d'exploitation à Saint-Laurent-du-Maroni. Sur un cahier d'écolier, un inconnu relatait l'événement. Ah, les premières heures de navigation en Guyane, le premier vol effectué par le pilote aviateur Bourillon, qui enleva majestueusement son appareil aux acclamations frénétiques d'une foule en délire. L'artiste guyanais Samuel Lubin, sous le pseudonyme d'Edgar Nibule, rendait hommage à ce premier vol en composant la chanson « Mouvement d'avion ». À Saint-Laurent-du-Maroni, les hangars de la TAG furent en partie construits par des forçats. Charles Dutertre fit aménager également un site à la pointe Macouria, près de Cayenne, et un troisième à la confluence de l'Inini et du Maroni. Leurs hydravions accomplissaient un véritable service public en exploitant 2 lignes, Saint-Laurent-du-Maroni-Cayenne, via Mana et Sinnamary, et Saint-Laurent-du-Maroni-Inini, via Abu Nami. Alors qu'il fallait jusqu'à 25 jours de pirogue pour remonter le Maroni jusqu'à l'Inini, le même trajet s'effectuait en 2 heures par hydravion. Et pour rejoindre Cayenne par mer, il fallait 48 heures de navigation, alors que l'hydravion mettait moins de 2 heures. Pour Charles Dutertre, la Guyane est de toutes les colonies celle qui se prête le mieux à une exploitation aérienne. Parce qu'il n'y a pas de route et que les matières exploitées sont précieuses. Or, balata, essence de rose. Les fleuves difficilement navigables présentent entre leurs seaux des bassins d'eau calme. La renommée de sa compagnie gagne toute l'Amérique du Sud. Les transports aériens guyanais furent véritablement la première compagnie aérienne commerciale des colonies françaises. Parmi les actionnaires des transports aériens guyanais figurait l'illustre Jean Galmot. Député, aventurier et homme d'affaires, Jean Galmot était passionné d'aviation. En 1919, il avait déjà organisé le premier Tour de France aérien avec 2 avions Farman. En Guyane, il envisageait de créer des lignes vers le Brésil et les Antilles.
Mais ces idées progressistes étaient peu appréciées des notables bien établis dans le territoire. Ah, il m'énerve avec son... C'est un hydravion, monsieur le gouverneur. Après seulement 3 années d'existence, les transports aériens guyanais durent mettre les clés sous la porte. Ils auront parcouru plus de 28 000 km et transporté 166 passagers. À Paris, les dirigeants de l'Aéropostale visaient également le territoire en élaborant les contours d'une nouvelle ligne aérienne joignant la France au Venezuela via la Guyane. À l'époque, la ligne principale reliait Toulouse à Santiago du Chili, via l'Espagne, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, puis Natal au Brésil, avant de rejoindre Buenos Aires, dernière escale avant la difficile traversée de la cordillère des Andes jusqu'à Santiago du Chili. L'Aéropostale possédait la plus longue ligne aérienne au monde, 17 000 km. Mais cette seconde ligne, qui devait rejoindre le Venezuela depuis la côte du Brésil, devait marquer les esprits face à la concurrence américaine. C'est pourquoi, début 1929, un aérodrome a été aménagé à La Mirande, près de Cayenne. Il fallait être les premiers à joindre le Venezuela. Aussi fut-il demandé aux pilotes basés à La Mirande de partir au plus vite. Le 3 juillet, malgré une intense onde tropicale, il réussit à faire décoller son avion. Mais surchargé et secoué par des trompes d'eau, l'avion s'écrase dans la jungle. Ainsi, le monopole des liaisons aériennes en Amérique du Sud revenait aux Américains et à la compagnie Pan American Airways, dont la France autorisait la desserte de ses colonies. La renommée de l'Aéropostale n'en sera toutefois pas affectée. La compagnie aura parcouru 3 millions de kilomètres par an, effectué plus de 300 vols France-Argentine. 25 États européens, africains et sud-américains ont fait appel à elle. En 1930, 32 millions de lettres avaient été transportées par la compagnie. La Guyane fut une aubaine pour Juan Trippe, créateur de la Paname. Le territoire français lui permettait de développer son réseau en Amérique du Sud. Le survol et les escales de la Guyane lui ont été accordés directement par le gouverneur dès le 17 février 1936. Et il put dès lors ouvrir les lignes Cayenne-New York et Cayenne-Natal. Lorsque j'étais à Macouria, évidemment ça date de beaucoup d'années, j'avais 6 ans, mon père était gendarme, la gendarmerie se trouvait environ à 400 mètres de la base américaine. C'est ici, à l'embouchure de la rivière de Cayenne, qu'a été aménagée la première hydrobase de la Paname. Par voie fluviale, il était alors aisé pour les passagers de se rendre à Cayenne. Les hydravions américains se posaient à la pointe Macouria, un terrain de jeu idéal pour le jeune Guy Essers. Il y avait trois hydravions qui se posaient régulièrement, et 2 par semaine. Alors pour se rendre à Cayenne, il y avait une vedette qui venait régulièrement au débarcadère de la gendarmerie. Je peux vous citer une anecdote un peu spéciale qui s'est passée à cette époque-là. Nous étions sous le gouvernement de Vichy. Et un jour, mon père a reçu du commandement de gendarmerie de Cayenne une mission qui devait être confirmée. Et ça consistait, et là tenez-vous bien, à faire sauter la base aérienne. Mais on devait lui donner confirmation la veille. L'avant-veille, on était prêts à partir en vélo à 2h du matin pour se mettre à l'abri, ma mère et moi. Et mon père restait pour faire sauter la base. Heureusement, le dernier ordre n'arriva jamais et mon père ne fut pas obligé de faire sauter la base. Et nous, on a pu tranquillement dormir la nuit ça devait se passer. Curieusement, la Paname avait également investi les îles du Salut, situées au large de Kourou. Cet archipel volcanique n'a pas toujours été paradisiaque. Une forteresse y fut construite dès 1793 pour accueillir des prisonniers politiques. À partir de 1854, la loi de la transportation instaura les bagnes de Guyane
dont sans doute l'un des plus humiliants, fut établi ici même jusqu'en 1947, année de sa fermeture. Pour la Pan American Airways, l'archipel est idéalement situé sur la voie aérienne qui mène à Cayenne. Afin de faciliter l'approche, la compagnie érigea un radiophare sur l'île Royale. Son indicatif, Hôtel Yankee India. Il restera propriété de la compagnie jusqu'en 1963, date à laquelle il cessera de desservir la Guyane. La balise se trouvait à proximité de l'asile d'aliénés, sur le sommet de l'île. Depuis, d'autres émetteurs et relais remplacent la balise américaine. L'archipel qui fut un enfer pour les bagnards est devenu un nouveau paradis. Capucins, agoutis et pans composent avec une végétation luxuriante une symphonie dédiée à la nature. La grande aventure de l'hydraviation voit s'amorcer son déclin avec la construction des premiers aérodromes. Les hydravions disparaîtront du ciel guyanais en 1954. Il a donc fallu aménager des pistes, d'abord en latérite, puis en dur. Bien avant l'aéroport de Cayenne-Matoury, il y avait un aérodrome, celui du Galion. Rémy Perru-Duménil, universitaire guyanais et petit-fils du célèbre aviateur Maurice Duménil, est l'auteur d'un mémoire consacré à son histoire. Là, on est à 17 km de Cayenne, donc du côté de la commune de Tomé-Grande. Et c'est sur ce terrain-là que les Américains ont construit l'aérodrome du Galion, la première piste en dur en 1941. Si on se remet dans le contexte des années 40, la Pan American Airways a déjà un réseau d'aéroports en Amérique du Sud. Et en fait, pour que ce réseau soit complet, il faudrait construire un aéroport en Guyane. Pour compléter ce réseau-là, les États-Unis décident, par le biais de la Paname, de créer un aéroport en Guyane, qui deviendra par la suite le Galion. Pour des raisons politiques, pour des raisons de diplomatie, on a accepté que cet aéroport soit construit en Guyane, à condition que ce soit un aéroport commercial, d'utilisation strictement commerciale et jamais militaire. L'amiral Robert accepte, mais il ne donne pas l'autorisation officielle. Et en fait, cette situation va durer pendant plusieurs mois, où l'amiral Robert dit « je vous donnerai l'autorisation, attendez quelques mois », mais finalement l'autorisation n'arrive jamais. Puis il finit par donner l'autorisation de construire la piste, sauf qu'il s'arrange pour qu'elle ne soit pas praticable, c'est-à-dire qu'il manque 10 mètres au bout. Ce qu'on comprend, c'est que l'amiral Robert, donc la France, accepte officieusement, officieusement, n'a vraiment pas envie que les Américains s'installent en Guyane par le truchement de cet aéroport. Quand le chantier du Galion commence, c'est-à-dire en gros en 1942, c'est une catastrophe parce que les ingénieurs américains n'avaient absolument pas prévu la saison des pluies en Guyane. Le souci, c'est que le Galion est construit sur ce qu'on appelle des prix-prix, donc sur des marécages. Le chantier prend du retard, donc il coûte beaucoup plus cher que prévu. Mais puisque les Américains sont rentrés en guerre, ils commencent à se servir de l'aérodrome du Galion alors qu'il n'est pas tout à fait terminé, jusqu'à ce qu'un bombardier atterrisse et que la piste s'enfonce dans la boue. Et c'est dans ce contexte-là, en novembre 1943, que les Américains décident de la construction d'un nouvel aérodrome, qui est en fait l'aérodrome de Rochambeau, qui lui sera officiellement un aéroport militaire construit à ces fins-là. Clairement, l'ambition américaine, c'était vraiment de construire un aérodrome militaire en Guyane française. Durant la guerre, nombre de jeunes ultramarins refusaient la collaboration et décidaient de rejoindre la dissidence pour libérer la France. Parmi eux, Auguste Robert Plenette. Il fut l'un des petits Guyanais épris de liberté et d'aviation. Aujourd'hui, il accueille Linda Rémini, responsable des relations publiques du Centre du service national et de la jeunesse de Guyane. Ouais. Moi, j'aimerais juste... Le départ. Le départ, en fait, c'est parce que Cayenne, à l'époque, déjà 1940, ouais. Cayenne était sous le régime de Vichy. Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est déjà qu'est-ce qui t'a fait t'engager? Qu'est-ce qui t'a fait ressentir ce désir d'engagement
Pour la libération de la France. Notre réaction a été une réaction patriotique. On a été touchés viscéralement par l'appel du général de Gaulle, et c'est à cet appel que nous avons répondu. D'autant plus que nous avions par ailleurs le modèle du gouverneur général Félix Éboué. Ça aussi, ça nous a sensibilisés, et notre départ n'était pas conditionné par un intérêt quelconque, c'était uniquement une réaction patriotique. Parce qu'à l'époque, nous avions appris depuis l'école maternelle qu'il fallait aimer la patrie, il fallait la défendre lorsqu'elle est engagée. Ben, c'était le cas, elle était occupée. Vous étiez un groupe, une vingtaine de jeunes Guyanais, oui. Donc partis pour s'engager donc pour la libération de la France. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir pilote de chasse? Oui, il est très facile de s'engager, mais il n'est pas facile de devenir pilote. Devenir pilote, c'est déjà une volonté. Ensuite, cette volonté, il faut la persévérance, il faut aller jusqu'au bout. Il y a des pépins, il y a des choses. D'ailleurs, l'école de pilotage s'appelle l'école de la patience. Ben oui, nous avons été orientés sur la Martinique avec les gens de la caserne de Cayenne. En Martinique, nous avons été intégrés dans le bataillon antillais numéro 5. On nous a laissé grouper. Donc nous constituions déjà un groupe de 20 Guyanais, candidats à l'aviation. Nous étions très mal accueillis. Quand nous sommes arrivés en Martinique, on n'avait même pas une place au réfectoire pour manger. Nous étions servis là, un peu comme les animaux, ou plutôt même comme l'urubu qui se précipite sur la charogne. Voilà où nous en étions. On a su vaincre tout ça. Arrivé au Maroc, donc tu es arrivé dans une école à Casbah, Tadla. Oui, alors là, chacun a le choix entre la chasse et le bombardement. Moi, j'avais demandé le bombardement, mais on m'a versé d'autorité dans la chasse. Je n'ai pas eu à m'en plaindre. Le groupe, la section impériale, a donné à la France 6 pilotes de bombardement, 5 pilotes de chasse, 4 mécaniciens avions, tous performants, et 2 radionavigants. Voilà les sections impériales. Nous avons commencé à voler sur Morane 315. J'ai été le premier lâché à moins de 10 heures. Et dans ces avions, le Morane 315, il faut souligner que les places moniteur et élève sont en tandem. Le moniteur est devant. Il me dit, maintenant, tu pars tout seul. J'ai dit, quoi, pourquoi? J'avais pas 10 heures de vol, de double commande. Il m'a dit, non, tu fais un tour tout seul, ça marche, mais alors, il faut faire un tour pour voir maintenant où tourner. Oui, voilà notre cheminement. Hein. On a été donc 11 pilotes, 6 de bombardement, 5 de chasse. C'est une réussite. On a vaincu toutes les difficultés, les oppositions qu'on nous adressait. C'était pas facile. On a été jusqu'au bout de notre formation et nous sommes maintenant aujourd'hui constitués en pilotes de l'Empire. Je crois que nous sommes légitimes à nous réclamer d'exemple pour nos jeunes Guyanais. Nous lutterons dans tous les cieux, que la France fière de toi t'aime encore plus qu'autrefois. Guyane, de notre jeunesse, tes repas sont promesses avec élan orgueilleux. Pendant la guerre, les Américains poursuivaient le chantier de leur nouvel aérodrome situé à quelques kilomètres du Galion. Et le 25 décembre 1943, les Américains quittent donc le Galion qui est un petit peu plus loin et s'installent sur l'actuel site de Rochambeau. D'ailleurs, il faut noter que le nom de Rochambeau qui a été accordé, c'est le Rochambeau ami de Lafayette, libérateur des futurs États-Unis. Et c'était un pied de nez qu'il faisait à l'époque à la France parce que les Américains ont indirectement créé un petit courant politique qui visait à ce que la Guyane prenne son indépendance ou son autonomie. Accord Guyane-États-Unis 10-18 mai 1943. Primo, terrain 14 144 hectares mis gratuitement, disposition États-Unis au kilomètre 17, ainsi que carrière d'extraction pierre, kilomètre 5. Secondo, précise que la souveraineté française sera en tout cas respectée entièrement. Tertio, terrain sera retourné colonie en toute propriété, 1 an maximum après fin hostilité. Quarto, construction ainsi que meubles restent bien États-Unis. 8 mois seulement ont suffi pour parachever le chantier. 1 millier de Portoricains avaient été embauchés pour assister la main-d'œuvre locale.
L'aérogare en bois du Galion fut remonté le long d'une piste longue de 1850 mètres. Rochambeau Field était une véritable petite cité américaine en Guyane, avec zone de vie, tennis, piscine, hôpital et même une fabrique de glace. Outre les avions militaires, le DC-3 de la Paname effectuait des rotations vers Port-au-Spain, capitale de Trinité et Tobago, où les passagers embarquaient à bord de l'hydravion d'Air France à destination de Paris. La Paname souhaitait prendre en charge la gestion de l'unique aéroport français d'Amérique du Sud. Mais le ministre des colonies refusait tout compromis. Aussi en informait-il le gouverneur de Guyane. Ministère Air a décidé de prendre en charge terrain Rochambeau des restitutions par armée américaine Stop. Démarche faite auprès de vous par Pan American World Airways devient donc sans objet. Stop. L'aérodrome Rochambeau a coûté cher aux Américains. Aussi le vendent-ils à la France en 1949 pour 350 000 $, environ 3 millions d'euros. L'aérodrome de Rochambeau, construit par les Américains pendant la guerre, a été solennellement remis au gouvernement français. Cette remise s'est effectuée avec grandeur et simplicité. Ainsi donc, voilà la France en possession d'un aérodrome susceptible de recevoir les avions les plus modernes. Il doit montrer à nos amis étrangers ce dont les Français sont capables, et cette escale sera pour eux l'image de la France qui renaît. Les progrès de l'aviation sont très rapides et l'aéroport doit s'adapter. Une nouvelle aérogare en bois de 1000 mètres carrés est inaugurée le 26 avril 1955. En 1966, afin d'accueillir les gros porteurs à réaction, la piste est portée à 3200 mètres. Les appareils légendaires de l'aviation moderne peuvent désormais se poser à Cayenne. La Caravelle, le 14 novembre 1967, le Concorde, durant l'été 1971, et le Boeing 747, le 4 avril 1972. En 1976, il fut décidé de construire une autre aérogare, cette fois-ci en dur, et positionnée en retrait de la précédente. Au cours de cette décennie, le transport aérien se démocratise, et très vite la barre des 500 000 passagers par an est franchie. Une nouvelle aérogare est mise en service en 1998, avec une capacité d'accueil pouvant être portée à 1 million de passagers. La piste prolongée atteint 3800 mètres. La superficie de l'aire de stationnement permet maintenant d'accueillir les plus gros avions. Tant que la Guyane, en tant que territoire amazonien, qui reste singulier par rapport à son aménagement, n'aura pas de route, l'avion apparaît comme le véhicule de transport essentiel, crucial même. Le transport aérien, ce n'est pas du luxe, c'est une rapidité, c'est une efficacité et c'est surtout une sécurité. La nouvelle aérogare est grande, mais trop haute pour les contrôleurs aériens qui ne peuvent plus voir l'intégralité de la piste. Il est donc décidé, en 2015, d'en ériger une nouvelle, capable de gérer 50 000 vols par an. Il y a 27 contrôleurs aériens en Guyane. 9 d'entre eux sont encore en formation, c'est-à-dire que lorsqu'ils exercent à la tour, ils sont doublés d'un contrôleur qualifié. Et le reste, ce sont des contrôleurs qualifiés donc, qui exercent sans surveillance. Le centre de contrôle de Cayenne est un centre qui s'occupe à la fois de l'aéroport de Cayenne-Félix-Éboué, donc au niveau de la tour approche, et d'un espace sur l'océan océanique ainsi que sur tout l'intérieur de la Guyane en contrôle en route. L'espace aérien que l'on contrôle en Guyane sur l'océan représente à peu près 2 fois l'espace aérien français. En métropole, vous n'allez pas trouver d'autres tours de contrôle qui fassent du contrôle en route. Ici en Guyane, comme à Tahiti d'ailleurs, on va faire du contrôle de tour approche et de CCR co-implantés au même endroit. L'aéroport a officiellement changé de nom le 21 janvier 2012, à la demande de l'eurodéputé Christiane Taubira,
pour qui l'appellation Rochambeau pouvait porter à confusion avec le fils du comte Donatien de Rochambeau, qui réprima durement l'insurrection haïtienne en 1801. Il lui a été préféré Félix Eboué, administrateur humaniste guyanais, qui rallia l'Afrique au général de Gaulle. Mais en ayant gommé le nom Rochambeau, un pan d'histoire est effacé, celui de la Guyane résistante et de sa collaboration avec les Américains. C'est en 1947 que la toute jeune compagnie Air France mettait en place la ligne Paris-Cayenne. Les passagers rejoignaient Bordeaux en train, puis embarquaient à Biscarrosse dans l'hydravion qui s'envolait pour la Martinique via la Mauritanie. Le dernier trajet s'effectuait en avion amphibie Catalina. Un voyage de 48 heures effectué en partie dans un paquebot volant, le Latécoère 631. L'appareil comportait 44 fauteuils en cuir transformables en couchettes. Il y avait un bar et une cuisine équipée d'un réfrigérateur et d'une cuisinière à gaz. Mais le 31 juillet 1948, l'appareil s'abîmait en mer, provoquant la mort des 52 passagers et membres d'équipage. La liaison est interrompue et ne sera reprise qu'en 1953, cette fois-ci en Lockheed Constellation et en DC-3. Une autre liaison allait suivre, celle opérée par la Société aérienne des transports intercontinentaux, créée en 1948. Cet unique vol eut lieu avec un Liberator LB-30S, version civile du bombardier B-24. Parti d'Orly le 6 décembre 1949, il atteignit Cayenne après 26 heures de vol. Mais il faut maintenant développer le réseau domestique. En 1952, un ingénieur des arts et métiers, Maurice Duménil, crée les toutes premières lignes intérieures du territoire en dirigeant depuis Rochambeau sa société africaine de transport aérien, qu'il renomme Société aérienne de transport Guyane-Antilles. Au cours des années 70, la SATGA, rebaptisée GAT, commencera à opérer sous le titre commercial Air Guyane. Le père Duménil, c'est un homme qui était fascinant par sa personnalité, par son charisme et surtout par sa vie. Il a une vie, il a eu plusieurs vies. Il a été pilote à l'Aéropostale et il a connu la grande époque avec Didier Dora, qui était le patron très sévère comme on le sait. Et puis ses copains, c'était Saint-Exupéry, c'était Mermoz, c'était Guillaumet. Il est mentionné dans un livre de Joseph Kessel qui s'appelle Vent de sable. Dans ce livre, on découvre une chose assez particulière. Excusez, parce que quand je parle de mon père, je suis toujours très ému. Dans ce livre, on découvre la mystique du courrier. La mystique du courrier, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ça vous paraît complètement incongru, quoi. C'est-à-dire, la mystique du courrier, c'était des gens qui risquaient leur vie pour transporter des lettres, tout simplement. Maximens, qui était à l'époque le directeur d'Air France, lui a dit on vient de créer les départements d'outre-mer, donc Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et il y a la Guyane qui est un grand pays, mais il n'y a pas de route. Donc si tu veux, tu peux aller là-bas. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé donc avec le préfet Vignon à trouver des sites pour faire des pistes d'atterrissage dans les différentes communes qui étaient concernées. Au bout d'un moment, il a créé donc la SATGA, Société aérienne des transports Guyane-Antilles. Et ça a duré de 1950 à peu près jusqu'à 1963. Et ça a été pour lui l'œuvre de sa vie, parce que, sans pouvoir paraphraser une grande compagnie française, pour lui c'était relier les hommes entre eux. Maurice Duménil avait fait construire un guest house à proximité de l'aérodrome. Habitation familiale, mais aussi lieu de vie, de rencontres et d'échanges pour tous les aviateurs et notables de Guyane. Son petit-fils, Rémi, découvre cet édifice mythique, aujourd'hui avalé par la jungle. Là, on est au guest house. Donc le guest house, c'est la maison de mon grand-père et la maison de mon père.
Donc c'est pas une simple maison, c'est vraiment un grand complexe. Il y avait un restaurant, il y avait un bar, il y avait un zoo, une piscine. C'est là que Maurice Dumini, mon grand-père, s'est installé donc, à Rochambeau. C'est là que mon père a été élevé. En ayant rejoint Air Guyane, Christophe Prudent suit les traces des aviateurs de la SATGA. Le pilote forme et accompagne également des jeunes Guyanais qui rêvent de tutoyer les nuages. Trishana Perso, 14 ans, cumule déjà de nombreuses heures d'apprentissage au pilotage. Et ça se passe très bien pour moi, super bien. D'accord, en tout cas ça fait plaisir. Mais écoute, je t'ai invité aujourd'hui pour pouvoir bien te présenter l'avion d'Air Guyane, l'avion que je pilote tous les jours. Mais écoute, je te propose de m'accompagner puis on regarde pour ça, d'accord? Oui, d'accord. Donc en général, la vie de prévol, c'est pour surtout regarder le bon état de l'avion. Air Guyane est la seule compagnie française à exploiter le LED 410, construit en République tchèque. Il est super beau votre avion, mais on ne le voit pas souvent en France. Pourquoi? Ses capacités à se poser et décoller sur terrain court ont été déterminantes pour son choix. La compagnie exploite également un ATR-42. Moi, j'ai commencé à piloter à 15 ans à l'aéroclub de Matoury. Donc, j'ai eu mon brevet de pilote. Et puis, après avoir eu mon brevet de pilote, je suis parti à Perpignan, à Aéropyrénées, pour pouvoir finir ma formation de pilote. Me voilà maintenant à Air Guyane. Plan de vol IFR activé, direct de Saül, niveau 50, transpondeur 1005, QNH 1013, Greenbird 240. C'est correct, 240. Air Guyane dessert à partir de Cayenne les communes de Saint-Laurent-du-Maroni, Grand-Santi, Maripasoula, Camopi et Saül. C'est ici, au cœur de la Guyane, que se rend Émile Moncy sur les traces du légendaire pilote de brousse François Souski. 40, 30, 20, 10. On est au cœur de la Guyane, Saül. C'est un village que connaissait très bien François, puisque bon, il a sillonné la Guyane, il a fait des chantiers partout. Cet aérogare, c'est lui qui l'a construit avec un signe remarquable, puisque il a mis des ailes d'avion. Tu as vu? Le truc aéronautique. On aurait dit le profil d'un Cessna, c'est vrai. François Souski, c'était un amoureux de la Guyane. Le désenclavement de la Guyane, ça se fait par l'avion à l'époque. Étant donné qu'il avait son avion, il était disponible. Donc tous les chantiers d'intérieur, c'est lui qui les a pris. François, il avait une approche de celui qui adore voler. Voler, c'est le rêve de l'homme. Pour lui, dans un avion, il était toujours rare et pas crête. Il avait des repères, il connaissait la Guyane par cœur. L'avion, c'est la vie, mais avec la liberté, parce que l'avion, ça doit représenter la liberté et non plus la bureaucratie. Mais les temps sont devenus difficiles pour l'aviation légère. Saint-Georges, Wanari, Kourou, Regina, des pistes fantomisées qui ne demanderaient qu'à renaître, avec peut-être juste un peu de bonne volonté. Couvrant une superficie de 12 000 km², Regina est la seconde commune de France après Maripasoula, avec cependant moins de 1% d'habitants au kilomètre carré. Le bourg, baigné par le fleuve Aprouag, possède une piste d'aviation en dur de 850 mètres, recouverte progressivement par la végétation. Nous nous trouvons actuellement sur la piste de l'aérodrome de Regina, construite dans les années 50, époque où la route nationale 2 a remplacé une ancienne route coloniale et à partir de là a permis l'accessibilité par voie terrestre. Les conditions de maintien en état n'ont pu être maintenues et raison pour laquelle l'aérodrome n'est pas ouvert à la circulation. À 160 km au nord-ouest, l'aéroclub de Kourou, fier d'un demi-siècle d'existence, était l'un des aéroclubs les plus prospères de Guyane. Mais situé sur les terres du centre spatial soumis à l'instauration de l'état d'urgence depuis 2015, il est dorénavant interdit à la circulation aérienne. Souski était, si l'on peut dire, un casse-cou raisonné. Il volait plus bas que la canopée, flirtait avec les remous des rapides et rasait les moukou-moukou,
plantes emblématiques des marais de Guyane. Survoler l'Amazonie n'est pas donné à tout le monde. L'erreur humaine ou la défaillance technique peuvent être la cause, sur ce territoire pratiquement vierge, de drames pour les aviateurs. La Guyane, c'est une gigantesque forêt. Pour un avion, il est quasiment impossible de se poser. Même un avion de tourisme doit déposer un plan de vol pour aller sur Saoul, Madripassoula ou ailleurs. La Guyane est dans une zone équatoriale et non pas intertropicale. Ça n'est pas aussi violent que sous les tropiques, mais quand même, il peut y avoir une convergence entre le nord et le sud de l'équateur et qui amène de très fortes pluies. C'est quand même une zone instable. Et quand il y a des orages et que ça s'allume en rouge sur vos écrans de radar, eh ben, faut éviter. On n'a pas d'autre moyen que d'éviter ça. Partout dans le monde, lors de la perte de contact radio d'un aéronef ou à la réception d'un appel de détresse, le service de recherche et sauvetage est activé. En Guyane, le SAR est situé dans la zone aéroportuaire de Cayenne-Matoury. Nous sommes ici dans la salle SAR, donc Search and Rescue, c'est-à-dire que lors des phases d'alerte et de détresse, toute une équipe vient ici pour que l'on puisse retrouver l'aéronef ou voir lever le doute si doute il y a. L'année dernière, nous avons eu 61 phases d'alerte. Et donc, à chaque fois que nous sommes en situation d'alerte, eh bien, nous activons cette salle. Et à ce moment-là, il y a une répartition des rôles. On est à peu près on peut être de 3 à 5 personnes ici. Chacun a un rôle qui lui est dévolu. La spécificité de Cayenne, c'est que nous avons effectivement une cellule SAR qui est civile, alors qu'en métropole, ce service est effectué par les militaires. L'aéroport Félix-Éboué est environné par la jungle. Les intrusions animalières ne sont pas rares. On a des urubus régulièrement qu'on voit, mais les urubus sont assez intelligents parce qu'en fait, ils ne vont pas se mettre sur les avions. Le seul souci qu'on a au niveau aviaire, c'est la 350 d'Air Caraïbes, il y a très peu de temps, et il a percuté un vol d'oiseaux et il a tué 50 oiseaux qui étaient sur la piste. Les moteurs peuvent se couper et ça peut être très très dangereux. Dans cette forêt infinie, des populations vivent parfois à des jours de pirogue de la moindre ville. À cela s'ajoute nombre de placers qui doivent être ravitaillés. Secours, surveillance, transport de fret et de passagers, travaux aériens, l'hélicoptère est le couteau suisse de l'aéronautique guyanaise. Marcel Berthier a raccroché depuis peu ses épaulettes de pilote d'hélicoptère. Arrivé dans les années 70, il a accumulé des centaines d'heures de vol au-dessus de la canopée. Il se souvient avec émotion de ses premiers décollages et aime raconter que l'hélicoptère est arrivé en Guyane peu de temps avant lui. Je suis arrivé en Guyane en 1974 avec le premier détachement de l'armée de l'air et on avait comme hélicoptère une Alouette 3, une 319B d'ailleurs, une nouvelle à cette époque-là. La première société qui est venue ici, elle s'appelait ATAC, A2TAC, qui était une filiale de Fitagri. Et Fitagri était une société à l'époque qui faisait de l'épandage agricole en métropole. Alors ils avaient un lama. Pourquoi un lama? Parce qu'ils avaient décroché avec le BRGM un gros contrat sur le site de Polisnar, là où il y a maintenant la Montagne d'Or qui voudrait s'installer. En ce qui concerne le vol hélicoptère en Guyane, ce n'est pas très simple parce qu'on a des conditions météorologiques pendant les saisons des pluies, parce qu'il y en a 2, où il y a des orages énormes et il faut jouer avec ces orages. En plus, à l'époque, on n'avait pas de GPS et donc c'était tout au cap et à la montre. Aujourd'hui, hélicoptères militaires et civils se partagent le ciel guyanais. Il faut être un pilote exigeant et parfois intrépide pour travailler en Amazonie. Michel Beaujard totalise plus de 10 000 heures de vol sur le département depuis 1992. Les vols en hélicoptère par rapport à la métropole sont très différents déjà par rapport au climat. On a un territoire qui est très grand et on fait régulièrement à chaque vol des distances de 120 nautiques, en gros 1 heure, alors qu'en France on va faire une mission de 10 minutes. Mais on peut aller par exemple à Trois-Sauts où on est à 160 nautiques pour emmener des charges du genre des pylônes pour éclairer les communes, commandité par la CTG. Et même par exemple pour construire une école, ça paraît bizarre, mais on emmène du bois et du sable en Guyane en hélicoptère.
L'hélicoptère est indispensable ici et je pense encore pour beaucoup d'années. 24 heures sur 24, Dragon 973, l'appareil de la sécurité civile, est prêt à décoller. L'Eurocopter EC-145 est le seul hélicoptère de Guyane, hormis ceux de l'armée de l'air, à être capable de voler sans visibilité. C'est les pompiers qui l'ont déclenché suite à un accident de la route. J'ai appelé avec le téléphone satellite pour avoir des infos météo, puisqu'on voit que la météo s'assombrit derrière nous pour le retour. Là, on est en attente de l'embarquement du patient. Donc c'est le seul moyen qu'on a quand on est dans ces zones où il n'y a pas de réseau. Une des caractéristiques importantes qu'on a sur le C-145 de la sécurité civile, c'est qu'on peut faire du vol aux instruments. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans les nuages quand la météo n'est pas bonne pour rentrer sur Cayenne. L'hélicoptère de la sécurité civile, il est équipé de jumelles de vision nocturne pour pouvoir voler la nuit et effectuer des treuillages de nuit notamment, ce que ne peut pas faire l'hélicoptère du SAMU. Il y a un peu plus d'un siècle, l'aventure aéronautique prenait son envol en terre guyanaise. Les villages les plus reculés devenaient accessibles en quelques heures, quand il fallait des semaines de voyage par les fleuves. Encore aujourd'hui, les pirogues mettent 4 jours pour rejoindre Maripasoula depuis Saint-Laurent-du-Maroni. Il a fallu attendre les années 70 pour voir se développer le réseau routier. Mais la Guyane ne se laisse pas facilement apprivoiser. La route nationale 2, qui traverse la jungle, reliant Cayenne à Saint-Georges de l'Oyapock, subit une dégradation continuelle qu'il est difficile à contenir. Il faut des mois pour tracer de nouvelles pistes à travers la végétation. Dans ces conditions, l'aviation reste un atout considérable pour la population. À l'avion, il faut ajouter les DZ en hélicoptère, reconnus, patentés, labellisés, parce que nous avons encore des peuples d'Amo-Amérindiens, Bushinengue, à partir de Twenke, Kayodé, Laé, voire Pidima, et du côté du Maroni, Trois-Sauts, où on ne peut avoir accès que par la pirogue et par l'hélicoptère. Cependant, malgré l'aide de la collectivité territoriale, le transport aérien reste un coût élevé pour nombre de Guyanais. C'est la CTG qui compense le prix du billet. Lorsque l'habitant met 180 €, la CTG met 300, 330. L'État met à peu près 80 et ça permet de compenser le prix qui est relativement très cher au niveau donc de la Guyane. Voler dans ce territoire aux couleurs de l'aventure est un privilège qui fait rêver la jeune génération. Salut Derek, ça fait un long Trishana, la collégienne apprentie pilote, aime partager sa passion. Moi, je suis de Trois-Palais-Tuviers. Est-ce que j'ai de la chance de piloter? Oui, c'est possible. C'est pas parce que tu es amérindien que c'est pas possible. Je pense que n'importe quelle personne peut piloter. Je préfère faire des études supérieures pour avoir plus de connaissances parce qu'un pilote, il doit toujours avoir le maximum d'informations et ne jamais arrêter d'apprendre certaines choses. Alors, moi je suis pour une aviation populaire, une aviation accessible, et il est tout à fait normal que les populations locales aient le même accès que les pilotes en métropole pour devenir pilote. Et je ne vois pas pourquoi les Guyanaises et les Guyanais ne pourraient pas accéder à ce fabuleux métier. Trishana et Derek, ce message s'adresse à vous. Allez-y, vous en avez envie, c'est le principal. Maintenant, il faut transformer la passion vers une réalité. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité, c'est une phrase de Saint-Exupéry. Allez-y. Fille de l'eau et de la terre, l'Amazonie offre aux aviateurs un sentiment de plénitude, comme nulle part ailleurs. Et lorsque la terre vient à manquer pour poser ses roues, les fleuves offrent de magnifiques aires d'atterrissage. L'hydraviation, comme il y a un siècle, sera-t-elle le fer de lance du transport aérien en Guyane ? Bonjour. Fox Oscar Lima Cayenne, Forêt Claire, bonjour. Bonjour monsieur, le Savannah Hydro Airborne considéré avec Bravo, 2 personnes à bord, transpondeur habituel. L'hydraviation a été le début de l'activité aérienne en Guyane. C'était principalement une hydraviation maritime. Puis ensuite, par la nature même des choses, le transport aérien est devenu plus terrestre. Et grâce à l'ULM, une nouvelle hydraviation est née, fluviale, qui a de plus en plus d'engouement.
Il y a un siècle, des aviateurs courageux ont permis, grâce à leurs hydravions, de relier entre elles les populations de cette terre française d'Amérique du Sud. En Guyane, les cours d'eau totalisent 112 000 km, la 3e place mondiale en termes de ressources en eau par habitant. Grâce à ce réseau hydrologique exceptionnel, les hydravions peuvent se poser et décoller sur 52 hydrosurfaces recensées. Mais aménager des bases et des accès pour les rejoindre n'est pas aisé. C'est pourquoi, sans doute encore longtemps, les pilotes devront se contenter des aérodromes avec peut-être la promesse de voir réhabiliter les pistes délaissées et l'ouverture de nouvelles lignes aériennes. Mais déjà apparaissent d'autres perspectives. Un accord de partenariat a été signé entre la collectivité territoriale de Guyane et la société française Flying Walls, en vue d'étudier le déploiement de dirigeables de 200 mètres de long et d'une charge utile de 60 tonnes. Ainsi, ce premier siècle de l'aviation guyanaise s'achève-t-il sur les bases d'une nouvelle aventure aéronautique ?